Mesdames et messieurs, bonjour. Très ravi de vous retrouver sur la télévision citoyenne pour suivre ce journal de la mi-journée. Certaines routes de la ville de Niamey connaissent ces derniers temps des dégradations, notamment la route Niamey-Niala, malgré les innombrables efforts investis dans ce secteur. Face à cette situation, une de nos équipes a fait le constat sur l'état de cette route. Suivons le reportage de Rukaïtou Boulouaïdou et Ibrahim Abdoulaye. La route Niamey-Niala d'une longueur de 11 km connaît depuis un certain temps une dégradation remarquable. Une situation déplorable et très décriée par les riverains. La route est vraiment dégradée. Les usagers et nous, les riverains de cette voie, souffrent, car à chaque fois, nous constatons des accidents. Nous demandons aux autorités compétentes d'arranger cette voie, car elle est vraiment dégradée. Et aussi, le nom de la route ne concorde pas avec son vrai visage. C'est dégueulasse. En attendant la résolution définitive du calvaire que vivent ces riverains, il est nécessaire, voire impérieux, que les responsabilités soient situées. Car au regard de cette dégradation très avancée, il ne fait aucun doute que ces travaux ont été bâclés. Restons toujours avec la route Niamey-Niala. 4 ans après la réalisation de cette voie, elle fait couler beaucoup d'encre, notamment la question de responsabilité. Suivons ce constat de Abari Ousmane et Ibrahim Abdoulaye. La construction en 2011 de la route intercommunale route Est-Ouest ou Niamey-Niala annonçait le début d'un vaste programme de rénovation de la capitale. Comprendrait par là le programme Niamey-Niala. D'une longueur de 11 km, cette route traverse 4 communes. Elle part du croisement route Tilaberi jusqu'à la ceinture verte. Les travaux exécutés par une entreprise chinoise ont été financés par la Banque mondiale dans le cadre du projet de développement des infrastructures locales. Il n'aura fallu que 6 mois pour voir le vrai visage de cette route. En voyant le constat, vous savez que la route n'est pas bien construite parce que même si vous prenez l'épaisseur du goudron, ça ne fait pas 0,6 mm. Donc si un bon travail a été fait, regardez ici nous sommes sur un goudron, mais nous sommes avec le sol, le sable. Donc ce qui veut dire que la route a été très mal construite et il n'y a aucune étude au préalable qui a été faite. Juste on a donné des marchés à qui on veut et pour juste s'enrichir. Sinon on va vous dire que 9 milliards ont été investis dans cette route-là, soi-disant Niamey-Niala. Vraiment ça c'est une honte nationale. Financée à coût de plusieurs milliards, emprunter la route Niamey-Niala 4 ans après sa construction n'est plus chose aisée tant le goudron est complètement défait, surtout le long des 11 km. Alors, à qui revient la responsabilité d'un tel fiasco? Cette voie-là, Niamey-Niala, a coûté cher pour ce pays. Presque 9 milliards de francs CFA ont été investis dans cette voie-là, Niamey-Niala. Mais très malheureusement, aujourd'hui, nous ne savons pas à qui imputer cette responsabilité. Au gouvernement ou bien à ceux-ci-là dont le gouvernement a donné la responsabilité. Aujourd'hui, voilà, vous voyez dans la situation où la population de ces quartiers, les riverains, sont végétés. Ça, c'est très mal lamentable. Et nous interpellons la conscience du président de la République, nous interpellons la conscience du Premier ministre, nous interpellons la conscience du président de l'Assemblée nationale. La route Niamey-Niala est-elle vraiment l'œuvre des Chinois à qui on reconnaît des travaux bien faits dans tout le Niger? N'y a-t-il pas eu de détournement de fonds servant à la réalisation de cette route? Et enfin, va-t-on assister à une enquête afin de situer les responsabilités? Tout le débat est posé. En attendant, vive le Niger. Dans le registre toujours, certaines voies goudronnées de la ville de Niamey font face depuis quelque temps à un problème d'ensablement. Une situation qui rétrécit ces voiries et qui les rend souvent impraticables. Suivant ce reportage de Amadou Ayouba. Construites à hauteur de milliards, les voies goudronnées constituent un patrimoine national qui profite à tous. Dans la ville de Niamey, ces voies souffrent d'ensablement, ce qui n'est pas sans conséquence. La mairie ne nous jamais venue en aide. Même avant-hier, on était témoin d'un accident suite à cet ensablement. Tout conducteur évite de se mettre dans le sable, ce qui fait en sorte qu'il se percute très souvent. Ce sable qui est sur les voies est un problème pour nous qui sommes les usagers. La mairie
doit nous venir en aide pour éviter ces accidents. Vu les problèmes auxquels sont confrontés les usagers, ces derniers lancent un appel. On lance un cri de cœur au gouvernement et à la mairie de nous venir en aide. La mairie doit nous venir en aide puisque ces sables sur les voies constituent un danger pour nous tous. Le suivi et l'entretien du patrimoine national doivent être la préoccupation de tous afin d'éviter tout risque et danger compromettant l'épanouissement de la population. Autre aspect dans cette édition, la police routière et les services de la direction des impôts ont co-organisé hier jeudi une opération de coup de poing à l'endroit des transporteurs urbains de la capitale. Mais cette opération a été mal appréciée par les concernés. Hassimi Gourouza et Ibrahim Abdoulaye pour le compte rendu. Ils étaient nombreux ce matin, les taximans et autres transporteurs de la communauté urbaine de Niamey à subir l'assaut de la police et de la direction générale des impôts dans une opération coup de poing de contrôle des pièces. Aujourd'hui, nous sommes réveillés avec la tracasserie policière. Et c'est incroyable aussi. La DGI, nous n'avons pas refusé de nous contrôler. Mais il faut faire ça dans les normes, normalement. Aujourd'hui, nous avons 6000 taxis de la communauté urbaine de Niamey. Et aujourd'hui, là où je te parle, il y a plus de 3000 taxis garés. Le premier responsable, c'est la DGI aujourd'hui. Parce que nous sommes accusés de dire que nous n'avons pas de patente, nous n'avons pas de vignette. Alors que c'est faux. C'est faux. Puisque aujourd'hui, la majorité des taxis, ils ont leur patente 2016. Ils ont leur vignette 2016. Et n'oublie pas, chaque 3 mois, on fait la visite technique. Après la visite technique, on dépose les pièces à la mairie. La mairie nous fournit le récépissé de dépôt de pièces. Elle est valable pour 1 semaine. Et dans le récépissé, c'est écrit, il y a la vignette, il y a la patente, il y a l'assurance, il y a le numéro porteur, il y a la Caisse nationale de sécurité sociale. À la fin, il y a la carte grise. C'est écrit sur le récépissé. Aujourd'hui, la DGI, elle nous dit que ce récépissé-là n'est plus valable envers eux. Ce n'est pas normal. Voilà, aujourd'hui, ils ont récupéré plus de 300 récépissés. Et ces récépissés-là, ils ont leur patente et vignette dans leur dossier à la mairie. Une opération mal appréciée par les transporteurs urbains à cause des pertes journalières enregistrées. 1. Ils sont bloqués. Ils n'ont pas eu travailler aujourd'hui. Ils ont pris le carburant crédit. 2. Il y a le versement journalier. Ils sont obligés de payer ces versements-là. Mais aujourd'hui, la DGI, elle nous a bloqué. Ni le versement, ni l'argent des stations que nous avons pris comme crédit. Donc nous avons un sérieux problème aujourd'hui. Mais la DGI, elle n'a qu'à se préparer. Si l'opération permet à l'État de rentrer dans ses droits, les transporteurs urbains de la communauté urbaine de Niamey, les transporteurs urbains ne sont pas contents. Parlons à présent du Hajj 2016. Tous les pèlerins nigériens sont rentrés au Bercail. La dernière vague a été accueillie hier matin à l'aéroport international Diori Hamani. Suivons le point avec Aboubakar Alou. Ce sont les derniers pèlerins nigériens restant en Arabie Saoudite. Ils sont au nombre de 260 à bord de ce Boeing 747 de Flynas à regagner le pays. Un engagement de la compagnie de transport aérien Niger Airlines en charge de l'acheminement des pèlerins en aller et retour. Un satisfecit total pour le premier responsable de la dite compagnie. Effectivement, nous avons acheminé avec notre partenaire les pèlerins nigériens pour le Hajj 2016. On a opéré des vols, 26 vols directs Niamey-Médine et maintenant on a opéré 25 vols directs Jeddah-Niamey. Et constaté que tous les pèlerins sont rentrés. C'est le dernier vol. Ce vol est venu, c'est un avion d'une capacité de 65 places. Il est arrivé avec 260 pèlerins.
il y a 260 pèlerins à bord. Ça veut dire que tous les pèlerins ont été transportés. Outre sa bonne organisation, le Hajj 2016 a enregistré une grande particularité. Notre travail, nous, c'est de transport de pèlerins. On a un programme de vol. Le programme a été respecté à l'aller-retour. Pour nous, le contrat à ce niveau a été rempli. La vie à Mina. Mina a toujours été décrit, en tout cas le camp du Niger, il a toujours été décrit comme un camp insalubre, sale. Et cette année, ceux qui ont été ont vu que Mina était sec. Le camp était propre. Le deuxième point, c'est le traitement des malades. Vous avez constaté dans le premier vol, il y a eu 47 malades qui ont été transportés en urgence. Le troisième point, c'est un appui qu'on a eu, qui mérite d'être souligné, un appui massif. Nos pèlerins ont pu bénéficier d'à peu près 5000 repas par jour. Et on est resté 20 jours. Ça fait beaucoup de repas. Cette année, aucun incident n'a été enregistré dans le déroulement de ce Hajj par rapport à l'année précédente. Mais on dénombre 5 décès et une quarantaine de blessés. Parmi ces pèlerins nigériens, internationale, plus précisément au Soudan du Sud, la tension monte d'un camp entre Riek Machar et son rival Salva Kiir. En exil depuis juillet à Khartoum, dans la capitale soudanaise, Riek Machar annonce la reprise très bientôt des hostilités entre les forces gouvernementales et celles qui lui sont fidèles. Dans la même foulée, il annonce se rendre en Afrique du Sud pour des examens médicaux. Suivons cette analyse de Hamza Mungela. L'ex-chef des rebelles du Soudan du Sud, Riek Machar, a quitté ce mercredi Khartoum où il vit depuis qu'il a fui Juba après des violents combats en juillet visant se rendre en Afrique du Sud pour des examens médicaux. C'est la première apparition devant la presse de Riek Machar depuis juillet. Je quitte le pays pour l'Afrique du Sud pour faire d'autres examens. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas guéri. Je suis guéri grâce à Dieu. Mais mon médecin personnel est en Afrique du Sud. Je vais le rencontrer là-bas, puis je vais quitter l'Afrique du Sud. En 2004, Riek Machar était devenu vice-président d'un gouvernement d'union nationale avec le président Salva Kiir. Mais il a fui Juba après des combats meurtriers à l'arme lourde qui ont eu lieu dans la capitale sud-soudanaise entre ses forces et celles de Salva Kiir. Fin septembre, Riek Machar avait annoncé son intention de lancer une résistance populaire armée contre le régime autoritaire fasciste du président Salva Kiir afin d'apporter au pays la paix, la liberté, la démocratie et les règles de la loi. Il avait lancé cet appel depuis Khartoum. Nous avons été surpris par une attaque sur la zone dans laquelle nous nous trouvions. J'ai dû me retirer de la région et les affrontements ont continué. Ce processus a duré 37 jours. C'est le temps que ça nous a pris pour atteindre les jungles du Congo. Au Congo, nous avons contacté le gouvernement congolais à travers certains gouvernements de la région et nous avons contacté l'ONU. Même pendant la période où je me rendais au Congo, le gouvernement du Soudan du Sud poursuivait ses opérations. Donc nous ne sommes pas la cause de la violence et nous n'avons jamais dit que notre premier choix était d'utiliser la violence. Nous avons dit que notre option première était une solution politique. La communauté internationale a vivement condamné l'appel de Riek Machar à déclencher une nouvelle guerre contre le gouvernement sud-soudanais. Les violences, quant à elles, se poursuivent dans plusieurs régions du pays. Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés s'est inquiété le 30 septembre de la situation d'environ 100 000 personnes piégées dans une localité située à près de 150 km au sud-ouest de Juba, encerclée par les forces gouvernementales sud-soudanaises. La coopération tchado-allemande s'est renforcée davantage. Le président Idriss Déby Itno était à l'hôte de la chancelière allemande Angela Merkel. Les questions sécuritaires et la lutte contre les migrations sont au centre de cette rencontre. Retrouvons Hamza Mungela.
Au lieu de privilégier les accords bilatéraux entre le Mali et le Niger, l'Union européenne devrait chercher des solutions plus larges avec l'ensemble des pays du Sahel pour freiner le départ des migrants vers l'Europe, a estimé ce mercredi le président tchadien lors de son déplacement à Berlin. Le chef de l'État tchadien, qui s'exprimait à l'issue d'un entretien avec la chancelière allemande Angela Merkel, a souligné l'importance de traiter ces questions via le G5 Sahel, une organisation de sécurité régionale qui regroupe le Tchad, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et la Mauritanie. C'est une grande opportunité pour nous, non seulement de renforcer la coopération bilatérale entre le Tchad et l'Allemagne, mais aussi la coopération entre l'Allemagne et l'Afrique. Je pense que l'Allemagne a sa place au sein du continent noir comme partenaire important par rapport à la vision du continent pour son avenir et pour son devenir. Angela Merkel vient d'achever une tournée de 3 jours en Afrique qu'il a conduite au Mali, au Niger et en Éthiopie. Elle a d'ailleurs souligné qu'elle voulait faire de l'Afrique une priorité de la présidence allemande du G20 l'an prochain. Idriss Déby, qui préside actuellement l'Union africaine, a observé qu'en cas d'accord avec le Niger pour freiner le passage de migrants, ces derniers pourraient prendre la route du Tchad ou d'autres pays. Angela Merkel a aussi de son côté annoncé le déblocage de 8,9 millions d'euros pour le Tchad, soulignant que le pays héberge plus de 700 000 réfugiés en provenance des pays voisins. Idriss Déby est le premier président tchadien à se rendre en Allemagne. Il sera suivi aujourd'hui par le président de la République fédérale du Nigeria, le général Mahamadou Buhari. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est sur cette coopération tchado-allemande qui prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi, surtout passez un excellent moment en compagnie des programmes de la télévision citoyenne, la télévision Niger 24. Au revoir.